Bonjour chers libraires, je me présente, Marie-Jeanne Bérard. J'ai publié mon premier roman intitulé Vous n'êtes probablement personne chez Le Méac. Ce roman a été finaliste au prix Ringuet de l'Académie des lettres du Québec en 2017. Aujourd'hui, je souhaiterais vous faire découvrir mon second roman intitulé Mars, publié chez Tête Première. Je n'ai pas encore eu la chance de tenir une copie imprimée de mon roman, de contempler la couverture inquiétante que j'adore et qui me semble bien annoncer l'étrangeté de l'histoire contenue entre les pages. Je me permets de vous avertir que le roman que vous tenez entre vos mains est un monstre. Un monstre comme on en retrouve à foison dans la mythologie ancienne. Une entité puissante, ambivalente, bien difficile à cerner. Plusieurs de mes lecteurs font un rapprochement entre mes écrits et l'univers du conte, mais je ne suis pas certaine que ce soit le genre dans lequel il conviendrait de classifier Mars, qui demeure une œuvre inclassifiable à mon avis. Je reconnais que je puise dans la matière archaïque, dans l'inconscient, alors je dirais plutôt que les histoires que j'écris se déroulent dans une dimension sacrée de la réalité, dans un espace et un temps extraordinaires, avec des lois qui leur sont propres. Mars, c'est le nom du premier mois du printemps. C'est un point charnière entre la mort et la renaissance. C'est le moment de bascule dans le cycle de la vie. Anaïs, la protagoniste du roman, est coincée pour une raison inexplicable dans un mois de mars insurpassable, prise en suspens, en marche du vivant, sans être morte pour autant. Pour se libérer de cette impasse, elle doit faire des apprentissages troublants et prendre des décisions cruelles. Mars, c'est aussi le nom d'un personnage insaisissable, effrayant, dieu ou démon à mi-chemin entre l'homme et l'animal. Mars confronte Anaïs dans ses contradictions et il l'accompagne, sans pitié aucune, vers sa libération. Le roman met donc en place une sorte de rite initiatique qui propose un réapprentissage terrible de la condition humaine. Je ne trouve pas une meilleure façon de résumer l'intrigue, alors il va falloir que vous vous fassiez vous-même une idée. Je vous laisse donc en vous lisant ce très court extrait du roman. L'horreur germe durant des décennies. Lorsqu'elle éclot au grand jour, elle n'a rien de frêle ni de neuf, mais est déjà mature, fermentée, opiniâtre. Lorsqu'elle paraît, il est depuis longtemps trop tard. En espérant avoir piqué votre curiosité, bonne lecture. Bonjour, mon nom est Marc Ménard et je suis l'auteur du roman Brasier, publié chez Tête Première cet automne. J'habite Montréal, je suis également l'auteur d'un premier roman qui a été publié en 2001 chez Triptyque et dont le titre est Itinérance avec un S. Alors d'abord, pourquoi Brasier? Bien évidemment, Brasier, c'est le feu, c'est aussi l'intensité, mais c'est également la destruction. En fait, c'est un peu la trame qui traverse l'ensemble de ce récit. Quel genre est Brasier? Disons, c'est un genre hybride, tout à la fois suspense, mais également en partie roman historique, puisqu'il est composé de courts chapitres qui s'enchevêtrent dans un va-et-vient constant entre le début des années 80 et le début des années 2000. C'est l'histoire, en fait, de Philippe, un jeune garçon révolté, en colère contre la société, mais qui est encore à la recherche d'une cause à défendre. Et donc, finalement, il décide de quitter Montréal et de s'enfuir à Paris, où il espère, en une certaine façon, se reconstruire une nouvelle vie. Là, évidemment, il rencontre plein de gens, mais en particulier un personnage grandiose, fantasque, flamboyant, un leader né qui s'appelle Marat, et qui va l'entraîner à sa suite, à la poursuite d'un groupe de néo-nazis. Et donc, de ce fait, l'histoire va se promener de Paris à Berlin, en passant par Montréal, jusqu'au fin fond de la forêt de la Naudière. Donc, évidemment, l'élément central du roman, c'est cette
Ce lien entre ces deux personnages, des personnages qui sont flamboyants, attachants, je l'espère, malgré leurs failles nombreuses, leur relation un petit peu compliquée, faite d'amour et de haine, mais aussi surtout le fait qu'ils cherchent tous deux à se libérer d'un passé devenu encombrant. Je vais vous en lire un court extrait. La volonté de Philippe vacilla. Il ressentit un frémissement le long de sa colonne, comme une démangeaison musculaire, un besoin impérieux de se lever et de foncer. L'éveil d'une chose qui gisait en lui, assoupi depuis trop longtemps au fond de ses entrailles. Le bouillonnement d'un volcan qui s'active après de nombreuses années de sommeil, soudain prêt à exploser, alimenté par le sentiment d'avancer vers un but, de faire enfin quelque chose. Malgré l'inévitable catastrophe qui constituait la seule conclusion possible au projet de Morin, quel qu'il soit, Philippe sentit l'excitation se répandre dans son corps comme une drogue puissante. Alors voilà, je vous remercie et j'espère que ce roman va vous plaire. Bonjour, je m'appelle Cynthia Massé et j'ai publié quelques textes dans des revues littéraires comme L'Organe et la revue Nix que j'ai aussi cofondée. J'ai aussi gagné le concours du Récit Radio-Canada en 2016. Chérie est mon premier roman. C'est un récit que je qualifierais de mystérieux et c'est l'histoire d'une femme qui fait la rencontre d'un homme et se voit aspirée par le souvenir de son ex-femme et par le désir de la remplacer. On y explore le thème de la compétition obsessionnelle à travers une figure fantomatique. Le ton est franc et l'écriture offre une réflexion sur le rapport au corps, la performance de la féminité et les relations amoureuses. Je vais vous lire un bref extrait. Il faut m'entraîner à respirer sans la laine qu'elle me fauche. Étudier son habitat, ta maison dénuée d'air. C'est ici qu'elle fait couler le doute. Je dois apprendre à sauter tête première dans son engloutissement, plonger plus fort afin de m'accoutumer au manque d'oxygène, prendre place dans son silence. Deux. On va pas le dessus de ma tête, c'est pas grave? Alors, je m'appelle Cynthia de Mystérieux et c'est l'histoire... C'est pas grave! Ça va être tout bon, ils vont se couper au monde. Bonjour à tous et à toutes, libraires, bibliothécaires, amis du livre de tout acabit. Mon nom est Antoine Tanguay, sur votre écran. Je suis président, fondateur et homme à tout faire aux éditions Alto depuis maintenant 15 ans. Et c'est à moi que revient le plaisir de vous présenter cette rentrée de l'automne 2020. Une rentrée qui est marquée, je vous dirais, par toujours l'étonnement, je pense que c'est une tradition chez nous, mais aussi par un imaginaire très très fort et un sens de la fantaisie. Je vous explique pourquoi. D'abord, Catherine Leroux avec L'Avenir, qui a une langue extraordinaire, un univers un peu décalé. Martine Desjardins avec Méduse aussi. Il y a Andrew Kaufman avec Le cœur à retardement. Et du côté du roman graphique et plus précisément des strips, il y a Tom Gold, qui est maintenant un habitué de la maison, qui revient. Et finalement, en toute fin de saison, un livre qui est, je crois, une véritable révélation. Ce sera un peu un cadeau de fin d'année. Eh bien, j'en dis pas plus, je vous laisse découvrir donc cette rentrée livrée pour vous. Programmer une saison littéraire, c'est un exercice somme toute assez facile, voire très agréable, mais reprogrammer un livre, c'est une autre paire de manches. Et c'est ce qu'on a fait chez Alto avec l'œuvre de Heather O'Neill. Je retourne en arrière de quelques années
J'ai demandé à Dominique Fortier de prêter sa voix pour traduire Heather O'Neill, avec tout d'abord La vie rêvée des grippins, qui est un recueil de textes brefs où on voyait déjà toute la couleur, toute la richesse de l'univers de cette écrivaine-là, qui, il faut le préciser, est à Montréal et qui décrit d'ailleurs de façon tout à fait remarquable Montréal. On le découvre d'ailleurs dans son autre roman qui a été publié éventuellement tout de suite après, Hotel Lonely Hearts. Cette fois-ci, on est à Montréal dans les années 30 et on va nous décrire une histoire d'amour tout à fait hors norme, une histoire d'amour qui a marqué d'ailleurs énormément de gens ici au Québec. C'est du Heather O'Neill, toujours avec cet univers riche, baroque aussi, avec un sens des dialogues et des mises en situation tout à fait remarquables. Ça s'est poursuivi aussi, donc, cette histoire d'amour du Québec avec Heather, avec Mademoiselle le samedi soir. Donc, cette fois-ci, on est avec un couple de jumeaux quelque part autour du référendum. Donc, encore une fois, Montréal, ses citoyens, sa vie, c'est toujours, si on veut, quelque chose de très cohérent. Mais l'origine de tout ça, c'était la ballade de Baby, qui donc avait, dans sa version originale, avait été récompensée par le prix Canada Reads et aussi d'ailleurs finaliste au prix littéraire du gouverneur général. Le problème, c'est que la ballade de Baby avait été traduite à l'époque à Paris et que, si on veut, le langage des personnages ressemblait peut-être un peu trop au Paris 14e. Bon. Alors, c'est une injustice qu'on répare et on a donc retraduit avec Dominique tout le livre et on a fait suivre ça de Sagesse de l'absurde, qui est un texte inédit où Heather nous présente des leçons un peu loufoques sur la vie. C'est un texte qui est très proche d'ailleurs de l'esprit de la ballade de Baby. Donc, c'est littéralement un nouveau livre qui reprend ses droits. C'est une voix qui retrouve le chemin de la maison et c'est un personnage qu'on n'oubliera jamais et c'est maintenant possible de dire que tout Heather O'Neill est maintenant publié aux éditions Alto. La ballade de Baby est déjà en librairie. Dominique Fortier, c'est à mon avis, et de l'avis de plusieurs, une voix éclatante en littérature québécoise. C'est quelqu'un qui, dès son premier livre, soit Du bon usage des étoiles, a montré son talent extraordinaire de conteuse, une remarquable styliste, un sens de la précision et en même temps un remarquable sens aussi de la poésie. Ça s'est poursuivi avec Les larmes de Saint-Laurent, éventuellement ici donc finaliste au prix littéraire des collégiens, et La porte du ciel. Plus tard, consécration avec le prix littéraire du gouverneur général attribué à ce très beau livre, Au péril de la mer, qui déjà marquait, si on veut, une sorte de tournant dans l'œuvre de Dominique Fortier, un tournant un petit peu plus intimiste, où l'histoire personnelle rencontre l'histoire officielle. Mais là où le processus qui est en marche est devenu encore plus subtil et encore plus, je crois, réussi, c'est avec Les villes de papier, où Dominique s'est attelé à une figure mythique donc, de la poésie américaine, Emily Dickinson, cette dame en blanc, qui, en fait, on sait très peu de choses de Emily Dickinson. Elle vivait recluse chez elle, ses écrits étaient minimalistes, il y a une poésie tout à fait extraordinaire. Si vous n'avez jamais lu du Emily Dickinson, c'est un art en soi, c'est de la broderie, et justement, pour rendre compte de cette vie un peu discrète et de cette poésie, qui de mieux que Dominique Fortier qui a trouvé le mot juste, un sens de la musicalité, le phrasé est parfait, et cette histoire plus intime, justement, s'encadre parfaitement dans le texte qui relate une vision bien personnelle d'Emily Dickinson. Donc, c'est un livre somptueux, magnifique, qui s'appelle donc Les villes de papier, et c'est désormais disponible dans la collection Coda. S'il y a un point commun entre Catherine Leroux et Dominique Fortier, outre un talent absolument extraordinaire, c'est qu'elles sont toutes les deux romancières et traductrices. Récemment, Catherine a reçu d'ailleurs le prix littéraire du gouverneur général pour sa traduction de Nous qui n'étions rien de Madeleine Thien. C'est dire à quel point elle a tous les talents, cette Catherine, et on l'a découvert déjà avec son premier livre, La marche en forêt, qui avait été finaliste au prix des libraires, donc c'est une formidable entrée en littérature. Ça s'est concrétisé, je vous dirais, la preuve de son talent fou s'est concrétisée avec Le Mur mitoyen qui a remporté le prix France-Québec. Et fait à noter aussi, Le Mur mitoyen dans sa traduction anglaise, qui est devenue The Party Wall, a été finaliste au très prestigieux prix Gillers, qui est un fait extrêmement rare. Donc, éventuellement, ça continue cette belle lancée avec Madame Victoria, qui, de par sa structure et de par son thème, est un livre extrêmement original et extrêmement touchant aussi, et qui a remporté, fait à noter aussi, le prix Adrienne Choquette. Donc, toutes ces années de gloire qu'ont-elles fait sur Catherine Leroux pour qu'elle ait justement tous ces talents-là? Eh bien, elle a travaillé longtemps un texte somptueux dont on va entendre parler longtemps, ça s'appelle L'Avenir. L'Avenir, c'est un détroit parallèle, si on veut.
Ce n'est pas la question. La question est que Gloria, donc cette femme qui a perdu une fille, donc débarque en ville, dans son quartier, où sa fille est décédée, et où il y a aussi une disparition, en fait la disparition de ses deux petites filles. Alors c'est dans ce contexte très tragique, est marqué par la pauvreté, par un tissu social qui est en train de s'effriter. Donc, ce quartier-là, il est à l'abandon. Il tente de survivre. Et donc, Gloria devra faire, si on veut, la vérité sur le meurtre de sa fille et la disparition de ses petites filles. Ce faisant, elle va découvrir une communauté extrêmement inspirante. Elle va découvrir de jeunes enfants qui vivent comme des adultes et des gens qui vont lui raconter l'histoire du quartier et qui vont l'amener à réfléchir aux notions de deuil, de mémoire, de persistance. Qu'est-ce qu'on laisse aux gens qui sont autour de nous? Tout ça dans une langue absolument somptueuse. Catherine, je crois, est en possession totale de ses moyens stylistiques. On commence à la lire et tout de suite on sait à qui on a affaire. C'est quelqu'un qui a une plume extrêmement caractéristique et les gens qui l'apprécieront encore plus dans ce déploiement extraordinaire, ce feu d'artifice qui est l'avenir. C'est un roman que je suis très content de vous présenter. Catherine est, je crois, due pour un avenir absolument sidérant. Alors, l'avenir en est une preuve et l'avenir, si on veut faire un jeu de mots, s'annonce tout à fait brillant dès le 15 septembre. Dans mon autre vie de journaliste, j'ai eu le plaisir, et en fait j'ai eu une révélation, je l'avoue d'emblée, quand j'ai lu ce livre, L'Évocation, Martine Desjardins. Je faisais à l'époque une entrevue avec elle et je n'ai pas tout de suite avoué mon amour pour cette femme qui a une œuvre complètement autre que ce qui se fait ici au Québec. Un croisement extrêmement habile entre fantastique, gothique, surréalisme, humour noir, et tout ça dans une langue qui est précise et ma foi, je n'oserais pas dire somptueux parce que je l'ai déjà trop dit, mais je vous dirais une langue qui peut parfois faire penser à une langue du 19e ou du début du 20e, un peu comme une langue vieillie, mais elle la manipule avec un tel doigté que ça devient du Martine Desjardins. Donc, L'Évocation, j'ai eu le plaisir de le rééditer en coda, mais l'aventure de Martine Desjardins avec Alto, ça a commencé avec Maléficium. Maléficium, donc, recueil de 8 textes qui avait été à l'époque finaliste au prix littéraire du gouverneur général et qui a remporté le prix Jacques Brossard. C'est ce même prix Jacques Brossard qui a remporté son autre roman, La Chambre verte, qui est donc, cette fois-ci, il y avait une maison qui était narratrice. C'était un croisement extrêmement habile entre Picsou et la famille Adams, on va dire. Cette fois, avec Méduse, qui paraît en librairie en octobre, je ne savais pas à quoi m'attendre et Martine, encore une fois, m'a complètement désarçonné. Elle me présente, et elle vous présente plutôt, devrais-je dire, une héroïne qui doit toujours se cacher les yeux, parce que ses yeux, ce sont des choses effroyables. Elles font peur aux femmes et elles peuvent, au scandale, même faire mourir les hommes. Depuis qu'elle est petite, on lui dit « cache-toi les yeux ». Et on la traite de Méduse. Donc cette insulte-là, finalement, va supplanter même son prénom qu'on ne connaîtra pas. En fait, ce sera Méduse. Elle va être jetée littéralement dans un orphelinat ou une école un peu sordide où on met justement ces jeunes filles qui ont des difformités. Et c'est là qu'elle va apprendre à négocier avec son pouvoir. Sur la fable ou le mythe de la Méduse, Martine Desjardins a tricoté, je crois, un roman féministe très, très culotté, qui a encore ce classicisme envoûtant, mais qui est beaucoup plus ici radical, dans une voix affirmée, et ça fait un personnage qui est à la fois très dur et très fort. Donc, toutes les qualités de Martine sont dans ce texte-là, Méduse, mais elle s'est poussée encore plus loin dans ses retranchements. Elle nous a amenés à des limites qu'on ne voyait même pas venir, en fait. Et donc, Martine m'a sidéré avec ce livre-là, Méduse, qui fera, je crois, beaucoup discuter. Donc, attelez-vous pour cette fable noire et tout à fait unique qu'est Méduse.
Andrew Kaufman, c'est un rigolo, mais un rigolo qui a le sens du mot juste. On l'a su dès son premier livre, Tous mes amis sont des super-héros, qui a eu un énorme succès tant au Canada anglais qu'ici. Et sur une prémisse qui est typiquement Kaufmanesque, où on imagine un homme dans un univers peuplé de gens qui ont des super-pouvoirs. Éventuellement, cet univers proche de la fable, il s'est déployé avec une minuscule, et éventuellement aussi les Weird, toujours traduits tous les deux par Nicolas Dickner. Les Weird, c'est une saga familiale un peu tragicomique, tout à fait nouveau genre, où encore une fois, il est question de super-pouvoir. Alors on le voit, Andrew Kaufman, c'est quelqu'un qui a un sens de l'image très développé, qui a un imaginaire extrêmement fort, et qui, bien qu'il soit rigolo, est aussi un romantique. Je pense que c'est aussi un des traits de tous les livres de Andrew Kaufman. Ce sont de grandes histoires d'amour. Et à la base de son nouveau roman, qui s'appelle Le cœur à retardement, qui est cette fois-ci traduit par Catherine Leroux, on a une déception amoureuse doublée d'une crise de quarantaine. Alors, le personnage principal, il est triste, seul, et un soir, toujours triste et seul, il embarque dans un taxi avec un mystérieux personnage au grand chapeau violet. Clin d'œil tout à fait assumé à minuscule. Vous le lirez, vous comprendrez. Et donc, éventuellement, ce personnage-là lui parle de Métaphoria, qui est une ville où, littéralement, tout est basé sur la métaphore. C'est un endroit où on peut se transporter en un pouf, P-O-U-F, littéralement, et de là, il faut pouvoir en sortir. C'est ce qui va arriver à notre personnage. Il devra se sortir de cette ville-là et surtout retrouver son cœur qu'on a remplacé par une bombe, d'où le titre du cœur à retardement. À travers cette gigantesque fable qui est encore une fois, comme tous les livres d'Andrew, extrêmement bien mené à un rythme très accéléré en fait, c'est un rythme extrêmement soutenu, c'est une de ses forces aussi, avec de l'humour, avec des jeux de mots, avec énormément de très belles trouvailles, et bien tout ça cache une vérité essentielle, une vérité qui touchera beaucoup de gens. Je vous le disais, Andrew Kaufman, c'est quelqu'un qui a le sens du mot juste. Eh bien, c'est le cas avec Le cœur à retardement, un livre magnifique qui fait du bien, qui réconcilie avec la vie et qui sera en librairie cet automne pour votre plus grand plaisir, je l'espère. Un des plaisirs d'éditeur, c'est celui de s'offrir la joie de publier des livres qui sont un peu hors normes, qui sortent du catalogue. Et si depuis 15 ans, les éditions Alto sont menées par une idée ou voire même une vocation qui est celle d'être un éditeur détonnant, donc d'étonner et de détonner, eh bien, Tom Gold, c'était pour nous un véritable dessert et un plaisir que de publier. Tout d'abord, vous êtes tous jaloux de mon Jetpack, qui sont des strips publiés originalement dans The Guardian. Tom, il faut dire, c'est un style d'humour juste et fin. Et en même temps, c'est un dessin qui a l'air simple, mais qui n'est pas simplissime. Et encore une fois, il y a une épuration de la planche chez Tom Gold qui est tout à fait remarquable et irrésistible. Donc, vous êtes tous jaloux de mon Jetpack, c'était un peu son introduction, si on veut, à l'art du strip en français. Éventuellement, ça a suivi ça avec En cuisine avec Kafka. Et on poursuit cet automne avec le département de théorie fumeuse, qui cette fois-ci est fait de strips qui ont été publiés dans le magazine The New Scientist. Mais il ne faut pas croire qu'il faut être scientifique ou avoir un bac en biologie pour bien comprendre, ou en astrophysique même, pour bien comprendre l'humour ou apprécier l'humour de Tom Gold. C'est tout à fait le contraire, parce qu'on est entouré de science, on a toutes des notions de science, et Tom ne fait pas dans l'humour élitiste ou l'humour, je dirais, de clan. Et dans ce cas-ci, c'est le même ton, le même absurde, le même petit caractère craquant qui fait qu'on apprécie cet univers-là de Tom Gold et qu'on le défend avec autant de plaisir. Vous l'avez probablement déjà vu dans nos promotions. Ben, on utilise souvent le visuel de Tom parce que c'est quelqu'un qui est tout à fait craquant et qui, de par le monde, connaît un très, très grand succès. Alors, on est très fiers de le défendre ici au Québec. Donc, le département des théories fumeuses paraît en librairie au mois de novembre. En guise de dessert à cette belle saison, eh bien, on vous offre une adaptation, une illustration, serait-il plus juste de dire, des Souris et des Hommes de John Steinbeck, illustrés par Rebecca d'Outremer. Je précise d'emblée que c'est les éditions Tichina en France qui ont approché Alto pour faire ce projet, et j'ai dit oui tout de suite parce que de faire partie de cette aventure presque historique où on nous présente 420 pages d'un texte immense, un texte quand même signé par un prix Nobel de littérature,
revue et redéployée par une illustratrice aussi immense. Rebecca d'Outremer, inutile de vous le rappeler, c'est une illustratrice, probablement l'illustratrice la plus talentueuse sur la planète présentement, qui au fil des albums, surtout les albums jeunesse, a démontré une volonté de se réinventer, si on veut. Sauf que dans le cas des Souris et des Hommes, c'est une réinvention extrêmement radicale. Il y a une exploration graphique qui est là, il y a le texte qui danse avec les images et vice-versa. C'est un livre qui redéfinit, je crois, la relation texte et image même. C'est un texte qui demeure, je pense, extrêmement pertinent encore aujourd'hui, et surtout, ce déploiement graphique a orchestré pendant des heures et des heures d'un travail minutieux, un véritable travail de moine, qu'a orchestré donc Rebecca d'Outremer. Eh bien, je pense que ça mérite d'être souligné, ça mérite bien entendu d'être publié, d'être partagé avec vous, pour en faire un livre qui est beau, qui est un livre que vous allez vouloir vous offrir, conserver dans votre bibliothèque, et éventuellement même, écoutez, peut-être même que vos descendants se battront pour avoir votre copie et en hériter. Donc, c'est un livre qui, je crois, doit durer, et c'est important dans une carrière d'éditeur que de faire des livres qui, oui, possèdent un certain risque, et c'est la beauté de la chose. Faire des livres risqués, des livres dangereux, des livres qui ne cadrent pas nécessairement dans le contexte actuel ou dans ce qu'est un best-seller, ça fait plaisir, et c'est un peu le même plaisir que j'ai eu avec tous mes amis sont des super-héros, c'est une chose. Là, on explorerait l'humour. Avec Martine Desjardins, avec Andrew O'Neill, cette saison-là, elle est faite de surprises. Il y a quelques années, moi, ce que j'aime, c'est Les Monstres d'Emile Ferris. C'était ce type de livre-là, événement, où on a pris un grand risque et vous avez répondu à l'appel. Et ça, ben, je vous remercie, et vous allez voir, ce livre-là, il est fantastique, somptueux, et je suis très fier de pouvoir vous l'offrir. Sur ce, je vous souhaite une très belle rentrée. J'en profite aussi pour remercier toute l'équipe avec qui je travaille et qui me tolère et qui est derrière la caméra, devant la caméra. Donc, Tania, Anne-Marie, Catherine, Christiane et Josiane, ce sont les artistes précieuses qui me soutiennent au fil des jours. C'est grâce à elles si vous avez une saison présentement qui s'en vient. Je vous souhaite donc une très belle saison, de belles découvertes, et merci d'avoir été là avec nous au cours des derniers mois. C'est très précieux. On est choyé, je pense, par une très belle communauté de lecteurs et de lectrices. Eh bien, on a hâte de vous revoir, et je vous souhaite une très belle saison à tout le monde. Bonjour, je m'appelle Marc Henquins et je suis directeur des éditions David. David est une maison littéraire établie à Ottawa qui publie une vingtaine de titres par année dans différents genres, romans, romans pour adolescents, poésie, essais littéraires et autres. Cet automne, nous publions 10 titres et j'aimerais vous présenter les 7 premiers à paraître en août et septembre et vous dire un mot très bref sur les 3 titres qui suivront. Notre rentrée d'automne ouvre avec la publication de 2 ouvrages dans notre collection Voix savantes. 2 ouvrages qui tournent autour de l'œuvre de François Paré. François Paré a été longtemps professeur à l'université de Waterloo dans le sud de l'Ontario, où il s'est fait surtout connaître par ses recherches sur les petites littératures. Et il publiait en 1993 un ouvrage, Les littératures de l'exiguïté, qui a fait date et qui a d'ailleurs reçu le prix du gouverneur général. Nous rééditons d'abord l'un de ses ouvrages marquants, La distance habitée, publié en 2003 aux éditions du Nordir, qui a été couronné par le prix Trillium. Le propos que François Paré défend dans cet ouvrage, c'est que dans les communautés minoritaires, l'identité se déplace, c'est-à-dire qu'elle se perpétue, elle épouse d'autres codes et elle s'accommode d'une certaine façon avec la culture de la majorité. Une réflexion qui prolonge tout à fait celle qu'il menait avec les littératures de l'exiguïté. Cette nouvelle édition enrichit et met à jour l'édition originale, qui est toujours très en demande dans les programmes de lettres et de français dans les universités canadiennes. Puis nous publions un ouvrage collectif co-dirigé par 3 anciens collègues de Paré, Guy Poirier, Élise Lepage et Tara Cunnington, donc le défi de la fragilité
autour de François Paré, qui réunit une vingtaine de textes mettant à l'épreuve le modèle ou la grille paréenne, comme il l'appelle, en l'appliquant à différents corpus littéraires. Ce sont évidemment deux ouvrages qui s'adressent d'abord au public universitaire, aussi bien enseignants, professeurs qu'étudiants, mais aussi à toutes les personnes qui s'intéressent à l'évolution des littératures et particulièrement à celle des petites littératures. Nous poursuivons notre rentrée avec un recueil de poésie de Paul Savoie, un poète torontois originaire du Manitoba, qui a une quarantaine d'œuvres à son actif et qui a d'ailleurs publié aux éditions David déjà 2 recueils, Crac et Bleu bémol, qui ont chacun reçu le prix Trillium. Dans ce recueil, ce matin, Paul Savoie s'inspire d'un moment de doute ou de vertige. Lui, le poète prolifique, se trouve un matin figé devant sa page blanche. Qu'est-il arrivé? Puis, peu à peu, il retrouve le fil, mais comme quelqu'un qui a juste échappé à la noyade. Et c'est un nouvel homme qui renaît. Un recueil qui sonne juste, peut-être un des recueils les plus personnels de Paul Savoie, qui fera certainement son chemin dans le circuit de la poésie. Toujours en nous, nous lançons un roman policier, Détresse au crépuscule, de Jacqueline Landry, une autrice qui avait déjà publié chez nous il y a quelques années Terreur dans le Downtown East Side, auquel ce roman fait suite en partie. L'action se déroule dans la région de Vancouver, et plus particulièrement dans le Downtown East Side, ce quartier qui s'avère être l'un des plus dangereux au Canada, et même en Amérique du Nord, avec une concentration exceptionnelle de prostituées, de drogués, de sans-abri et de criminels de toutes sortes. L'histoire est centrée sur la poursuite d'un tueur en série qui s'en prend principalement aux prostituées, mais pas seulement, et toujours selon un rituel particulièrement horrible. Le roman se lit comme un thriller, avec plusieurs histoires parallèles, des chapitres assez courts, un bon suspense. En même temps, il s'attarde aussi à nous faire plonger dans la réalité de ce quartier, le Downtown East Side, qui est particulièrement noir. Jacqueline Landry connaît bien Vancouver, puisqu'elle y a été longtemps à l'emploi de Radio-Canada, mais elle est maintenant de retour à Montréal. Elle est aussi originaire du Saguenay. Donc certainement un grand livre qui va rejoindre le grand public. Nous enchaînons en septembre avec un livre assez particulier d'André Christensen, une autrice d'Ottawa reconnue pour son travail en poésie. Elle a publié plus d'une dizaine de recueils, mais aussi ses romans, L'île aux abeilles noires par exemple, qu'elle avait publié l'an dernier. Elle nous propose cette fois un livre inspiré davantage par sa création en art visuel. Chambre rêvante est un livre hors collection, format beau livre, qui réunit d'abord une 60aine de collages noirs et blancs réalisés à la main à partir de gravures de la fin du XIXe siècle, mais aussi de poèmes qui sont intercalés entre les collages de façon irrégulière et qui veulent créer un dialogue entre les images et les mots. L'intention d'André Christensen est de transporter le lecteur ou la lectrice dans le monde du rêve en lui proposant d'interpréter librement ces images et ces mots pour devenir, d'une certaine façon, l'auteur de ses propres créations imaginaires. C'est un livre à classer indiscutablement parmi les beaux livres qui pourraient rejoindre à la fois les amateurs d'art et les amateurs de poésie, mais aussi toutes les personnes qui s'intéressent au pouvoir évocateur du rêve. Un autre livre hors collection, signé par une autrice également reconnue d'Ottawa, Nicole Champeau, qui avait remporté le prix du gouverneur général en 2008 dans la catégorie essai pour son ouvrage Pointe ma ligne, l'infiniment oublié, publié aux éditions du Vermillon, un essai poétique sur l'engloutissement d'une section du Saint-Laurent à la hauteur de Cornwall. Cette fois-ci, Nicole Champeau poursuit son voyage jusqu'à Niagara, jusqu'aux chutes de Niagara plus précisément, dont elle reconstitue à la fois la puissance évocatrice pour les premiers peuples, mais aussi la découverte qu'en ont fait les grands explorateurs français, comme Cavalier de la Salle,
qui y ont installé les premiers forts et livré plusieurs batailles pour ouvrir la route qui devait les mener plus tard vers le Mississippi ou la Louisiane. Là encore, il s'agit d'un essai poétique où Nicole Champeau démontre à la fois sa très grande érudition, mais aussi sa sensibilité à un passé qu'elle juge trop souvent oublié ou enfoui dans les méandres de l'histoire. Son livre s'adresse assurément aux passionnés d'histoire, mais aussi à ceux et celles qui aimeraient en apprendre davantage sur Niagara, sur l'histoire de ces chutes qui a bouleversé tellement de personnes depuis des siècles. Assurément un livre qu'on devrait retrouver dans les bonnes bibliothèques. Le dernier titre que j'aimerais vous présenter est un recueil de haïkus d'une haïkiste passionnée et reconnue, Hélène Leclerc, dont c'est le 5e recueil, mais qui a déjà aussi participé à de nombreux ouvrages collectifs. Hélène, qui travaille aujourd'hui pour HMH, et a été aussi libraire en passant, chez Bureau Pro à Drummondville, est certainement l'une des plus ardentes représentantes du haïku au Québec. Un genre, le haïku, ce genre bref, que d'ailleurs nous sommes plus ou moins la seule maison d'édition à publier au Canada. Voici ce qu'Hélène écrit dans la préface du livre. « J'écris pour célébrer ce qui reste de beauté dans le monde en cette époque de grands bouleversements. » Dans ce recueil, Hélène, qui doit prendre souvent la route pour son travail, décrit en quelques lignes les paysages qu'elle traverse, lesquels longent souvent le fleuve Saint-Laurent et l'amènent vers la mer. D'où ce titre, La route des oiseaux de mer. Un recueil qui est écrit avec beaucoup de finesse, de tendresse, d'humour aussi. Et j'aimerais vous lire un haïku pour vous en donner un avant-goût. Route du Nord, soudain le nom des lacs, en Innu. Un très joli recueil en plus, agrémenté de photos. Un recueil que je recommande à tous les amateurs de poésie, mais aussi de nature. Pour terminer, je voudrais vous signaler rapidement 3 autres titres qui compléteront notre saison d'automne, apparaître donc en octobre et novembre. D'abord un autre roman de Daniel Vallée, 7 nuits dans la vie de Chéri, l'histoire d'une rencontre improbable entre une jeune comédienne extravagante et une couturière sans histoire, du pur Daniel Vallée. Un roman pour adolescents dans notre collection 14-18, Le rôdeur de nuit de l'auteur autochtone Drew Hayden Taylor, traduit par Eva Lavergne. Un roman que l'auteur qualifie lui-même de roman gothique autochtone. Enfin, un autre recueil de haïkus dans les plis du tablier, signé par un collectif de haïkistes de Québec, une quarantaine environ, sous la direction d'André Vézina et de Janine Saint-Amand. Là-dessus, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas bien sûr à nous demander des services de presse en format papier ou numérique. Nous serons toujours heureux de collaborer avec vous. Merci. Bonjour, mon nom est Audrey Beaulé et je suis l'autrice de La Vin. Ce qui m'a inspiré ce livre, c'est l'idée qu'à chaque fois que je fais de la route, j'ai l'impression de revisiter mes souvenirs tout en faisant le point sur ma vie. La Vin, c'est une exploration entre la route transcanadienne et la vingtaine lors d'un covoiturage de Québec vers Montréal où tout est lié entre pensée et paysage. Malgré le fait que la voiture roule à 110 km/h, la jeune femme de mon récit va prendre le temps de faire un retour sur sa vingtaine parce que la route évoque des souvenirs qui font voyager sa mémoire au gré des paysages. Défilent alors certaines questions dont l'exode vers les grandes villes, de la santé mentale à l'université, de l'orientation sexuelle ou des relations humaines. Et le récit va se développer au gré de la chronologie des éléments de la route. Dans cette autofiction, ce que j'aborde relève pour moi de l'agentivité comme énonce Barbara Abercroft. Pour elle, l'agentivité suppose une interaction entre la société et le sujet féminin, qui, ensemble, ça vise à provoquer des mutations sur le plan des normes, des contraintes et des limites. Dans le cas de La Vin, j'ai l'impression que par cette prise de parole-là autour d'enjeux liés à la santé mentale ou encore à l'orientation sexuelle, il y a une déstigmatisation qui s'opère, qui peut provoquer ces mutations-là. En ce qui concerne le processus de création de la bande dessinée,
Après avoir eu l'idée, j'ai commencé son écriture parce que ça m'aidait à avoir une unité dans le récit. Ensuite, tout le livre a été réalisé dans des tout petites esquisses de 1 pouce pour ensuite passer à la table à dessin puis les agrandir au format réel au crayon graphite. Les planches finales ont été réalisées à l'encre grise et à l'encre noire, en plus du crayon graphite. Au début, on était censé imprimer en noir, mais on voyait que l'encre grise utilisée était légèrement bleutée, donc on perdait une richesse des tons. Éric a finalement eu la brillante idée qu'on utilise une seule couleur Pantone noir bleuté. Allô, ici Éric de Mécanique Générale. Quand Audrey m'a soumis son projet, un bref résumé, quelques croquis, même si on était bien loin d'un livre, on avait déjà un ton qui était très affirmé. J'aimais beaucoup son idée de vouloir faire le livre qu'elle aurait aimé lire quand elle avait 20 ans, le livre qui l'aurait aidé à vivre. Parce que contrairement à l'idée reçue que c'est le plus bel âge de la vie, dans les faits, c'est dur d'avoir 20 ans, devenir adulte, devoir construire son identité. Donc, je trouvais que c'était un beau fantasme, ce projet-là, que ça avait quelque chose d'humain, de bienveillant. Et même si c'était juste des petits croquis et que le style a beaucoup évolué en cours de route, en cours de travail, on sentait déjà la sensibilité pour le design, un certain sens de l'épure, une recherche de la texture, pour le grain d'un trait, qui faisait tout de suite dire que ça allait pas être une bande dessinée traditionnelle branchée sur l'action, ça allait être une bande dessinée connectée sur les émotions, sur les sensations. Audrey était déjà une artiste, une designer, mais en travaillant sur ce projet-là, elle s'est littéralement inventée comme autrice de bande dessinée, en créant un langage à sa mesure. Donc j'espère que vous allez beaucoup aimer la main.